Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Lisa Mandel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le festival incontournable de la rentrée littéraire les 16, 17 et 18 septembre dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bandes dessinées de jeunesse, près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants. Il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite. Voilà, j'y étais l'an passé en tant qu'auteur et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec celles et ceux de cette rentrée littéraire, en particulier de la bande dessinée, comme vous, Lisa Mandel, comme toi. On va se tutoyer parce que bon, on a le même âge et qu'on fait un peu le même truc, donc voilà, même si c'est la première fois que je te rencontre. Alors Lisa, pour parler, je vais t'introduire et puis après on va converser librement et de façon informelle parce que c'est un peu l'idée de cette émission. Donc petite... tu aimais raconter des histoires, de ce que j'ai compris. Tu as commencé à dessiner et tu dis que tu n'étais pas forcément douée. Disons, je dessinais plutôt bien. Je dessinais plutôt bien, mais j'étais pas un génie du dessin. J'ai pu voir des dessins d'enfants d'autres auteurs et autrices de bande dessinée qui étaient largement plus doués que moi. Par contre, moi, j'avais vraiment une appétence pour effectivement la narration. C'est-à-dire que très petite, j'ai commencé à dessiner de l'image séquentielle avant même de savoir écrire. À la maternelle, sur les cahiers, au lieu de faire un dessin, j'en faisais 4 avec des espèces d'histoires. Donc, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires, effectivement, et c'est ce qui m'a porté à dessiner autant, ouais. Et tu dis ce truc assez drôle et vrai, tu dis que tu es capable de tout dessiner, mais mal. Oui, voilà, tout à fait. Moi, je dis c'est pas si mal que ça. Hein. Mais on va y revenir justement à ton procédé narratif et tout ça, parce que tu as une vraie intelligence dans l'écriture avec le dessin qui est assez insolite et remarquable. Donc, tu démarres ta carrière dans la BD jeunesse, avec notamment la série Nini Patalo. Et puis, depuis 20 ans, tu racontes à travers tes BD la condition des migrants, les hôpitaux psychiatriques, avec HP d'ailleurs, sur la carrière de tes parents qui étaient infirmiers en hôpital psychiatrique. Et donc, tu retraces l'histoire de la psychiatrie. C'est dément. On va y revenir, mais j'ai adoré. J'ai tout lu ce week-end. C'était vraiment super intéressant. À la fois informatif et quand même, tu nous racontes une histoire et c'est émouvant. Donc, bravo. Tu as aussi fait une BD sur l'industrie pornographique que j'ai vue aussi. Ensuite, l'ambiance de Beyrouth. Les sujets sont larges et toujours intéressants. Ton point de vue est toujours intéressant. Tu co-diriges aussi la collection de BD Sociorama avec la sociologue Yasmine Boga, chercheuse au CNRS, dont le but est de rendre accessible au public des enquêtes sociologiques. Et puis plus récemment, quand tu te sens un peu mal dans ta peau et que tu décides de te prendre en main, tu prends l'initiative comme pour cadrer un peu ta démarche, de poster une page par jour pendant 365 jours sur les réseaux sociaux. Les dessins sont drôles, émouvants, tu y mets en scène tes épreuves, tes humeurs, tes addictions, tes progrès, tes empêchements. Et ces pages deviennent un livre qui s'intitule « Une année exemplaire » et qui paraît en 2020, en pleine crise du Covid. Le livre est financé par crowdfunding. Tu t'auto-édites en quelque sorte et tu crées les éditions exemplaires, défiant par là même la répartition des droits d'auteur en BD, un sujet sur lequel je tiens absolument à revenir, parce qu'on parle d'argent aussi dans cette émission, un sujet tabou dans l'écriture. Le but donc de cette structure éditoriale alternative est notamment donc d'assurer une répartition plus juste des revenus pour les autrices et les auteurs, victimes d'une précarisation galopante depuis ces dernières décennies. Et puis, le dernier projet en date, qui s'intitule « Se rétablir », est une sorte de chronique sur le rétablissement en santé mentale. C'est totalement dans l'air du temps, c'est pertinent, j'en ai lu. Alors, tu me l'as envoyé ce matin, donc j'ai lu la moitié, j'ai pas fini, mais c'est dément, vraiment. On apprend plein de choses et on peut retrouver l'intégralité de tous tes travaux sur les réseaux sociaux. Les derniers travaux que j'ai faits depuis que je m'auto-édite et que j'ai monté ma structure éditoriale, on peut tout trouver en intégralité. Les livres que j'ai pu faire chez des éditeurs... on les achète en librairie. De préférence en librairie. Oui. Mais vraiment, j'encourage les librairies indépendantes et les librairies BD aussi, hein, parce que voilà. Quand je vois tes dernières œuvres santé mentale se prendre en main, ma première question est
Comment vas-tu, Lisa Mandel? Je suis un peu débordée. Ouais. La rentrée est chaotique, mais je vais bien. Je vais bien, ouais. Je suis très contente de tout ce que je fais en ce moment au niveau professionnel. Et après, évidemment, étant un peu boulimique, je pense qu'il a été un peu, hyperactive. J'ai accepté, je me suis lancée dans beaucoup de chantiers. Donc maintenant, ça va être le défi d'arriver à les mener à bien. Mais je dois dire que là, la dernière chose un peu importante, enfin même très importante pour moi que j'ai menée, c'est la création de cette maison d'édition, donc les éditions exemplaires, avec mon associé Antoine Wittcock, qui est informaticien. Et donc ça, c'était vraiment un énorme projet qui me tenait à cœur et auquel je pensais depuis des années, et qui a eu, il y a eu un alignement des planètes qui a fait qu'on a pu le mettre à l'œuvre, enfin de le mettre en œuvre et le réaliser. Et donc là maintenant, ça fait 1 an et demi que la structure existe et on est plutôt très satisfait du résultat. Après, évidemment, on essuie les plâtres. C'est une jeune structure, donc on fait un peu on essaie des choses. Tout n'est pas toujours parfait, mais grosso modo, on respecte en tout cas notre leitmotiv, hein, fait notre credo, qui est une meilleure répartition des droits pour les artistes-auteurs. Alors, depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, la répartition des revenus générés par le livre, elle est, en tout cas pour l'auteur, elle tourne autour de 8 à 10%, moins en édition jeunesse, ça peut descendre à 6, et plus quand les autrices et les auteurs arrivent à négocier ou sont, entre guillemets, ce qu'on appelle bankable, c'est-à-dire ils font des grosses ventes, donc ils peuvent se permettre de négocier. Mais grosso modo, on tourne autour de 8-10. 8-10 qui vont évoluer en fonction du nombre d'exemplaires vendus, parce qu'il faut préciser que plus on vend de livres, plus... En général, la proposition qui est faite aux auteurs, aux autrices, aux auteurs, c'est du 8, 10, 12 par exemple. Donc quand on commence jusqu'à, mettons, 10 000 exemplaires vendus, on va toucher 8%. À partir de 10 000, on va toucher 10%. Et puis au-delà de 45 000, mettons, on va toucher 12%. Sachant que aujourd'hui, il y a peu d'autrices et peu d'auteurs qui arrivent à dépasser 10 000. Donc au final, ces pourcentages-là, en vrai, ils comptent un peu pour du beurre, puisqu'au final, on reste toujours sur nos 8% et 9%. Ou 10 si on est chez un petit éditeur, mais on va pas tellement au-delà, parce que pour 90% de la profession, aujourd'hui avec la surproduction, on vend pas. C'est rare de vendre plus que 10-15 000 albums, quoi. En fait, on vit des avances, c'est ça qu'il faut expliquer. On vit des avances. L'éditeur offre une avance à l'auteur que l'auteur va devoir rembourser au premier livre vendu. Et qui lui permet de... Oui, donc en fait, pour un livre à 20 €, si vous avez, mettons, 10%, je prends la tranche haute, vous touchez 2 € par livre, sachant qu'on n'est jamais sur du TTC, donc on va dire c'est un peu moins. Vous touchez 2 € par livre, faites le calcul, si l'éditeur mise sur le fait que vous allez vendre assez, il va vous avancer 5 000, 10 000, 15 000 €. Et c'est de l'argent en fait que vous devez à l'éditeur, mais qui, je tiens quand même à le préciser, qui n'est pas qu'on n'est pas obligé de rembourser si le livre ne se vend pas à la quantité prévue par l'éditeur. Donc c'est de l'argent qu'on garde, mais néanmoins qui est très très long c'est une somme qui est très très longue à rembourser, qui fait que, par exemple, moi en ce qui me concerne, qui ai toujours été un peu, comme je le dis tout le temps, un peu de la middle class de la BD, donc je vis de ce que je fais, mais je fais pas non plus des ventes extraordinaires. Il y a peu de livres sur lesquels aujourd'hui je touche des royalties. Il doit y en avoir peut-être 4-5, 3-4 max sur une production qui va peut-être à, je sais plus combien, 25 bouquins ou 30 bouquins. Je n'ai pas compté combien de livres j'avais fait en comptant les tomes. Mais donc en fait, en gros, on est tout le temps dans la dette quand on est auteur de BD aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit tout le temps avec l'avance, souvent avec l'avance du livre suivant. Ouais. Donc en fait, ça nous met dans une, même si elle n'est pas toujours financière, ça nous met dans une précarité qui fait que on court toujours après les contrats. Ouais. Et puis alors attends, je vais rajouter un truc, Lisa, pour que les gens comprennent, parce que là tu viens de donner des chiffres, entre 6 000 et 10 000 ou 15, à la rigueur 15 pour une avance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans de travail. Alors non, ça dépend des auteurs. Moi, je mets pas 2 ans pour faire un livre, je dessine vite, mais on va dire que c'est une année, parce qu'en comptant... Une année minimum, ouais. Oui, parce qu'après, il y a tout ça. Enfin, après, ça ne s'arrête jamais. Soyons un peu honnêtes. Ouais. Moi, je vais être honnête. Moi, je ne fais pas que ça. Je ne pourrais pas. Je pourrais pas, avec 10 000 € d'avance brute. Donc, on enlève les charges, on a 6 000. Non, je vis pas avec 6 000 € par an. J'ai 45 ans, je vis pas avec 6 000 € par an. Donc, on fait toujours autre chose quand on est auteur de BD. On fait pas que un livre, sauf si on a vraiment un gros succès et que, effectivement,
la réalisation de ce seul livre nous permet de vivre toute l'année. Mais moi, par exemple, j'ai toujours fait plusieurs choses à la fois. Et la précarité, elle est là aussi. Qu'est-ce que C'est-à-dire, tu fais à côté? bah, là, alors, non, mais cette année, c'est un peu n'importe quoi. Bah, cette année, donc, je gère la maison d'édition que j'ai montée avec mon associé. J'ai fait cette BD sur le rétablissement, donc se rétablir. J'ai fait des expositions. J'ai aussi fait de la commande, c'est-à-dire j'ai travaillé ponctuellement. Là, j'ai, par exemple, fait des illustrations pour le musée Carnavalet. Donc, des Ah, illustrations sur magnifique. une expo sur le féminisme, enfin, sur l'évolution du droit des femmes depuis la Révolution française, là, qui va d'ailleurs être en vernissage très bientôt. J'ai préparé une grosse expo au Havre, donc à la médiathèque Niemeyer du Havre. Donc c'est une énorme expo où j'ai fait pas mal de créations. Je travaille aussi avec une personne qui travaille dans le milieu du sport et donc qui veut dénoncer les abus sexuels commis sur les enfants athlètes par les coachs. Donc en gros, là, par exemple, je vais faire 15 pages de sensibilisation aux abus sexuels à travers le témoignage d'une personne T'as qui a commencé? été abusée. Oui, j'ai commencé, C'est j'ai dur? déjà interviewé. Ouais, c'est pour les enfants, hein. Donc la bande dessinée doit être édulcorée, on peut pas raconter les choses frontalement. Mais oui, ça part de témoignage d'une femme que j'ai interviewée, qui est irlandaise, qui a maintenant une soixantaine d'années, qui raconte comment sa vie a été détruite par un coach qui l'a abusée toute son adolescence. Donc oui, c'est des sujets difficiles, un peu celui sur la santé mentale que je fais, il est aussi un peu difficile. Donc je fais ça, je fais plein de choses. Après, c'est aussi ça. Tu as une façon de tacler, je vais le dire parce que je veux vraiment aussi qu'on parle de tes livres, de tacler des sujets à la fois très actuels, très complexes, de façon à la fois académique parce que tu apprends, tu es assez finalement derrière l'humour. Il y a toujours la transmission d'une forme de connaissance. Tu cadres quand même, tu donnes un cadre à ce que tu vas raconter, c'est-à-dire les origines d'eux, un petit peu d'histoire. Tu expliques, il y a quelque chose d'explicatif dans ce que tu fais. Et puis, il y a aussi une partie très humaine, qui est celle de l'expérience des gens dont tu racontes les anecdotes, etc., leurs émotions qui transparaissent dans tes dessins. Et puis, tout simplement du storytelling, c'est-à-dire que tu nous racontes quand même un truc qui va de A à Z, quoi. Et c'est pas évident sur des sujets pareils. Et tu le fais très bien. Voilà. Ah, merci. J'étais très curieuse de savoir comment tu travaillais. Tu prends beaucoup de notes? Alors, ça dépend des projets, mais en général, moi, j'enregistre. C'est-à-dire que ce soit HP, qui raconte la carrière de mes parents et d'amis à eux, pendant les années 70 et qui parle de la transition de l'hôpital, de la transformation en l'hôpital, asile d'aliénés, un hôpital de secteur, donc plus ouvert. Donc voilà, ça raconte ça à travers la parole infirmière. Là, je les ai filmés. En fait, parce qu'ils étaient toujours tout seuls, ils avaient un peu du mal à se rappeler de tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en mettant ces personnes en groupe, ils rebondissaient les uns sur les autres. Tu les filmes avec ton téléphone? Avec eux, non, j'avais à l'époque un petit une toute petite Ça fait un caméra. super documentaire, ça. Bah ouais, mais alors la qualité est vraiment très médiocre. Et en plus, j'ai dû perdre, je pense, des trucs. Mais donc, en gros, eux, je les ai filmés la plupart Alors, du temps. HP, je reviens 2 secondes pour Ouais. expliquer aux gens qui nous écoutent. Donc, tu fais finalement... tu racontes l'histoire de la psychiatrie au travers des anecdotes de patients. Non, d'infirmiers. Pardon, excuse-moi, d'infirmiers qui racontent leur relation avec leurs patients et leur vie, etc. Et tu montres, ce qui est assez intéressant, surtout dans le premier volume, cette partie qui va être cet événement très important dans l'histoire de la psychiatrie, où elle va être modernisée à un moment donné dans les années 70. Ça va en fait, vont coexister deux hôpitaux, deux formes de psychiatrie. Une psychiatrie plus carcérale qui date du temps d'avant et une psychiatrie hyper moderne, avec très marquée par les courants d'antipsychiatrie, enfin très marquée par aussi toutes les avancées de mai 68. Et donc, ces deux visions de la psychiatrie vont un petit peu s'entrechoquer. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette époque-là, c'est qu'il n'y a pas eu une transition genre, alors au début c'était l'asile et puis hop, c'est devenu l'hôpital de secteur. C'est que pendant des années et des années, les deux ont coexisté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on avait des infirmiers qui passaient de l'un à l'autre. Ils se retrouvaient, selon le service où ils étaient, c'était plus du tout la même ambiance. Et puis les vieux infirmiers, eux, avaient connu, il y en avait même qui avaient connu l'époque où on mettait de la paille, où les gens ils dormaient là où ils mangeaient. En gros, Voilà. et puis effectivement, c'était vraiment la bergerie, quoi. Enfin, c'était un peu affreux. C'était le huis clos, c'est-à-dire que ça, mes parents ont vachement insisté là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait une impunité relative. En gros, les médecins déléguaient leur pouvoir aux infirmiers et qui eux-mêmes déléguaient leur pouvoir à certains malades travailleurs. Et surtout, comme c'était un huis clos, il y avait une impunité. Il y avait une maltraitance institutionnelle
qui existe encore aujourd'hui, mais à un niveau isolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de maltraitance dans les hôpitaux psychiatriques, il y en a, mais elle est isolée. Avant, c'était carrément institutionnel. Si un malade, enfin d'ailleurs on les appelait les malades, on ne les appelait pas les patients, si un patient, par exemple, frappait sous le coup d'un délire, frappait un infirmier, il se faisait passer à tabac, et il était après ostracisé, et c'était toléré, et il était enfermé dans sa chambre jusqu'à ce que ses blessures cicatrisent, parce qu'il se faisait vraiment casser la gueule, quoi. Et même les médecins ne pouvaient pas aller voir, mais les médecins acceptaient en fait ce passage de pouvoir. Donc voilà, ça raconte aussi cette espèce de huis clos et d'entre-soi qui provoque beaucoup d'excès et de déviance. Hein. Ouais. Et c'est super intéressant aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue qui devraient être en hôpital psychiatrique. Les budgets ont été baissés, les choses ont un petit peu changé et qui ne sont pas SDF mais qui devraient être institutionnalisés, qui ne le sont pas. C'est aussi un des grands soucis actuellement dans la rue. Et puis là, plus récemment, avec ton dernier livre, c'est le contre-champ de ça, c'est-à-dire que ce sont les histoires des patients et comment ils gèrent aussi leur relation à leur médecin, les diagnostics, toute la lourdeur de... Oui, et puis ce ne sont pas des patients, ce sont des gens. C'est-à-dire ça aussi, c'est marrant parce que quand on parle de psychiatrie... Comme les infirmiers d'ailleurs. Mais les infirmiers, là, ils parlent que du moment où ils sont à l'hôpital. Donc moi, je les appelle les infirmiers, c'est la parole infirmière parce qu'ils parlent que de leur endroit de pratique. Moi, j'ai interrogé personne sur ce qu'ils faisaient en dehors de l'hôpital. Là, moi, j'interroge des gens qui s'avèrent être concernés par la maladie psy, donc qui souffrent ou pas, mais qui sont atteints par des troubles chroniques, et comment ils gèrent ça. Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on parle à des personnes entre guillemets valides de ça, ils disent ah oui, des patients. Je dis mais un patient, il est patient quand il est à l'hôpital, quand il sort de l'hôpital. Tu vois, oui, mais c'est tout le monde. T'as raison de le dire. Tu n'es pas la seule. Tout le monde fait cette erreur. Tout le monde me parle des patients. Et moi je dis mais arrêtez, une personne, elle est patiente quand elle est malade. C'est comme si, moi par exemple, qui ai aussi une maladie chronique, qui suis épileptique, c'est comme si on me disait Lisa là, donc cette patiente, je dis ah non. Moi, je suis normale, et des fois, je fais des crises. Alors là, je vais à l'hôpital. Si je suis à l'hôpital, je suis une patiente. Mais on n'est pas... Et c'est pareil pour toutes les pathologies. Et en ce qui concerne les personnes atteintes d'un trouble psy, on a vraiment tendance à penser qu'ils sont fous à plein temps, alors que finalement, les moments où ils vont décompenser, les moments de crise sont hyper court, et en général, ce qui est très long, c'est la dépression qui s'ensuit, c'est un mal-être au quotidien, c'est une exclusion sociale, mais en vérité, c'est une maladie intermittente, donc en fait, c'est une maladie chronique qu'on peut très bien contrôler avec la médication ou pas, mais en tout cas, il y a plein de moyens de s'en sortir. Et moi, je parle des 2/3 en fait de la population qui est atteinte de troubles psy et qui arrive à vivre avec. Et ça, on le sait pas. On pense que toutes les personnes diagnostiquées bipolaires, schizophrènes, TDAH, tout ce qu'on veut, elles sont vouées à avoir une vie affreuse, entrecoupée de séjours en HP et finir au pire des cas SDF. Alors là même que 2/3 des gens en fait s'en sortent. Et moi, je parle de ces 2/3 là. Peu de gens osent faire la démarche d'aller se faire diagnostiquer. Ça, c'est toujours un truc très compliqué. Les gens essayent des trucs par-ci par-là. Et tu désacralises en fait toutes ces démarches. Étonnamment, alors parce que moi, au départ, ça partait d'une commande, cette histoire de se rétablir. C'est un ami médecin qui était très branché antipsychiatrie qui m'a dit il faut qu'on connaisse plus le concept de rétablissement. Ça te dirait pas de faire une BD là-dessus? Je parle de ça, c'était il y a 5 ans. Hein. Et moi, en fait, j'avais commencé à étudier un centre d'accueil pour personnes qui sortaient de l'hôpital. C'est une alternative à la rue, mais le centre a pas bien fonctionné avec la façon dont c'était mené. Et moi, j'ai décidé, en fait, j'ai mis longtemps à rebondir après ça parce que ça m'avait un peu désorganisée. Et finalement, j'ai choisi d'interroger les personnes elles-mêmes. Et là, je me suis rendu compte que tous les discours que j'entendais depuis des années par exemple, anti-médoc, ils sont pas valables pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, les gens que j'ai rencontrés là et qui s'en sortent, alors, il se trouve que, c'est exceptionnel peut-être, mais ce sont que des gens qui prennent un traitement. Alors attention, pas un traitement lourd, ils ont réussi à trouver la dose qui leur convenait, à des petites doses pour pouvoir fonctionner normalement, parce que sinon, des camisoles chimiques, ça empêche de vivre aussi. Mais c'est des gens qui ont fait des errances thérapeutiques, des fois qui ont duré 20 ans, mais qui, au final, ont trouvé un espèce d'équilibre entre le bon thérapeute, le bon médicament, l'entourage, et comment ils se construisent une vie aussi qui correspond à leur fragilité, à leur force. Mais tout ça, c'est un espèce de cocktail, quoi. Et donc, qui s'appelle l'existence. Et donc, ce truc des médicaments, moi, je suis ni pour ni contre. Je pense que chaque personne... Mais c'est important pour moi, Lisa, parce qu'il y a une grande mouvance anti-médoc, etc. Et je pense que pour certaines personnes, c'est nécessaire. Bien sûr. Et il y a une injonction à s'en sortir seul ou faire avec... Voilà. Et le développement personnel a aussi
beaucoup prôné la pensée positive, mais dans certains cas, il faut vraiment se soigner, en fait. Et Mais il n'y a rien de évidemment, mal à ça. et puis on n'est pas tous atteints de la même manière, de la même pathologie. Bien sûr. Moi, là où je me suis sentie très proche, si vous voulez, des gens qui étaient médiqués, surtout des personnes bipolaires, c'est que le traitement pour l'épilepsie que je prends, c'est les mêmes molécules que les traitements pour la bipolarité. Donc, je vois très bien les effets secondaires, je les vois sur moi, ça fait des années que Et moi, j'ai fait comme les gens. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai arrêté mes traitements en disant j'en ai marre, ça m'empêche de vivre, enfin, je me sens pas bien, j'ai l'impression de plus rien, de plus apprécier rien. J'ai arrêté et puis j'ai dû reprendre parce que ma vie, elle était devenue un enfer. Parce que quand on a une maladie neurologique ou psychiatrique qui nous handicape vraiment, c'est-à-dire que moi, je me retrouve aux urgences, je tombais dans la rue, c'était dangereux, devant mes amis, ça leur faisait peur. Je me retrouve aux urgences, après je faisais des dépressions parce que j'avais des grosses crises d'épilepsie. Et puis parce que le traitement épileptique te donne aussi, hein, ça c'est une des conséquences, le traitement il joue aussi sur tes humeurs. Oui, bah... Et quand tu es épileptique, d'après ce que Enfin, mon meilleur ami est épileptique, donc c'est un sujet que... Par exemple, je crois que le traitement, quand tu prends du Prozac en plus, ça n'aide pas le traitement parce qu'il y a des traitements qui se contrecarrent. Tu peux pas prendre d'antidépresseurs. Enfin, les antidépresseurs sont pas toujours recommandés en cas d'épilepsie. Enfin, tout ça, c'était pas pour parler de mes problèmes d'épilepsie, c'était pour dire que moi-même, en l'ayant vécu, en fait, en étant concernée par le fait d'avoir une maladie chronique et de devoir me prendre des médicaments matin et soir, je comprends à 200% que les personnes qui sont concernées et qui doivent prendre des médocs tous les jours, à des moments donnés, aient envie d'arrêter. Et je comprends aussi que moi, je connais d'autres épileptiques qui ne sont pas médiqués, mais parce qu'ils n'ont pas la même chose que moi. Eux, ils se baladent pas dans la rue et ils risquent pas de se retrouver aux urgences. Eux, ils peuvent fonctionner parce que c'est des petites absences. Et de la même manière qu'on peut être touché par des troubles psy et pouvoir se gérer avec un... Mais d'autres personnes, moi que je connais, sans médicaments, ne peuvent pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas... C'est comme, enfin, pour moi, c'est pareil que ce que j'appelle le féminisme patriarcal, où en fait, on dit aux femmes comment elles doivent ce qu'elles doivent mettre sur leur tête. Mais à un moment donné, faut laisser les gens faire en fonction de qui ils sont, quoi. Et on peut pas, une vérité n'est pas bonne pour tout le monde. Et moi, alors là, ça m'énerve de dire anti-médoc. Mais moi, si demain je prends plus de médicaments, ah oui, je perds 30 kilos, je suis hyper belle, je fonctionne hyper bien, sauf que je me mets en danger plusieurs fois dans le mois. Donc, et je me grille des neurones. Enfin, à un moment donné, c'est pas bien non plus de faire les montagnes russes. Donc, mais je sais qu'il y a voilà, donc faut laisser les gens. En fait, voilà, le rétablissement, c'est quoi? C'est reprendre le pouvoir sur sa pathologie. Ça veut dire tous les choix qu'on fait, on les fait en toute conscience et on les fait parce qu'on sait que c'est la meilleure chose pour soi. Le pire, quand on est concerné surtout par les troubles psy, c'est qu'on est infantilisé, et que les gens prennent des décisions à notre place et qu'on n'a plus de pouvoir décisionnel. Et en fait, le rétablissement, c'est reprendre le pouvoir décisionnel sur sa pathologie et décider ce qui est bon pour soi. Alors, j'aimerais ajouter un truc. L'autre chose qui est importante, c'est aussi en anglais, on appelle ça le trial and error. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'octroyer une forme un laps de temps pour comprendre, essayer, rater, recommencer. Bien C'est-à-dire sûr. que ça, c'est une autre chose. Je te dis ça parce que il y a une exigence aussi. Quand on est diagnostiqué, on a des attentes aussi après. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite trouver le traitement, on veut tout de suite aller mieux. Et en fait, il faut apprendre à vivre avec tout ça, mais de la même manière qu'il faut apprendre à vivre avec le deuil, ou avec l'abus, ou avec le stress, ou avec... Et ce qui est intéressant dans ton bouquin, c'est que tu montres ça aussi. C'est-à-dire que ce sont des parcours. Oui, et puis un des piliers du rétablissement, c'est accepter l'idée qu'on n'aura jamais la vie qu'on avait avant la maladie. C'est-à-dire, il faut faire le deuil de la personne qu'on était avant d'être malade. Il faut prendre ce qui on est aujourd'hui et dire comment aujourd'hui je peux fonctionner au mieux avec les restrictions que j'ai, mais aussi tout le champ des possibles qui reste là et accessible. Donc évidemment, si on est si on devient bipolaire, il y a des situations, par exemple, non, on peut pas passer 4 jours à prendre la drogue sans dormir. Donc c'est un deuil, mais ça n'empêche pas qu'il reste encore plein de choses à faire. En fait, c'est réussir à comprendre son... Non, mais parce qu'il y a des gens pour qui ce truc de pas pouvoir passer 2 jours sans dormir ni prendre de la drogue, c'est compliqué. Ils vont dire, mais moi, j'aime faire la fête. Mais tu crois pas qu'ils prenaient des drogues justement parce que c'était une façon de se soigner? Parce que je peux pas parler en fonction... Mais je dis un exemple au hasard, mais je veux dire... les drogues sont aussi oui, une solution inappropriée à un problème. Non, parce que ça, c'est du jugement. Mais c'est la première... C'est sous l'effet de ça qu'on rétablit quelque chose. C'est-à-dire que... Oui, c'est une solution. Ouais. Inappropriée à un vrai problème. Ouais, parce que c'est comme fumer, c'est une solution inappropriée à un vrai problème. Boire, être alcoolique. L'alcoolisme ou l'addiction, c'est pas un problème, c'est une solution. Mais qui est, pas forcément la meilleure. Mais c'est une solution à un problème. Le problème ne vient jamais de ça. Qu'est-ce que tu as appris en écrivant Rétablir? Donc, tout ce que tu me dis là, déjà... tu as appris des choses sur toi? Bien sûr, parce qu'on apprend toujours sur soi en interrogeant les autres. Sur toi? Moi, par exemple, déjà, j'ai appris que ma pathologie à moi était très proche de... Enfin, je le pressentais déjà, je le savais déjà. D'une, qu'en fait, on n'était jamais très loin de la folie.
soi-même. Tout le monde, en fait, la folie, c'est qu'un état extrême de quelque chose qu'on peut tous ressentir. Et ensuite, ça réhumanise. Moi, comme j'ai grandi avec des parents infirmiers psychiatriques qui me racontaient des anecdotes, toujours les pires de l'hôpital, moi, j'avais vraiment déshumanisé les personnes en situation de handicap psychique. C'est-à-dire que j'ai grandi en pensant que c'était pas des gens comme nous, que c'était une autre espèce, que c'était pas vraiment des êtres humains. J'entendais des phrases quand même qui disaient oui, alors le profil du schizophrène, c'est comme s'ils n'avaient pas de personnalité. C'était la maladie, c'était leur personnalité, des choses comme ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Et en faisant ce travail, j'ai complètement déconstruit ça et je me suis rendu compte, en fait, ce qui était très évident, que que c'était avant tout, on était une personne atteinte d'une pathologie, on n'était pas sa pathologie. Et aussi, une des pionnières du rétablissement, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, dit une chose superbe. Elle dit, si on commence à réduire les personnes à leur maladie, il ne reste plus personne pour guérir. Donc c'est aussi dire, non, on peut avoir une personnalité, des goûts, des dégoûts, et cette pathologie qui est en fait quelque chose qui vient se coller à nous et qui finit par faire un peu partie de nous, mais qui n'est pas nous. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à voir les personnes derrière la maladie, en fait. Et ça, c'était vraiment ces années à fréquenter le milieu de l'antipsychiatrie, les associations et tout, que je me suis vraiment que j'ai réussi à déconstruire ça, qui était en fait une croyance et qui était de la discrimination et qui était en fait de la fouphobie, quoi. Enfin, qui était en fait une sorte de phobie des personnes neurodivergentes. M'en rendre compte aussi que j'en étais Qui va une. d'ailleurs avec l'aliénation, dont ils ont, Bien ils sûr. ont été victimes pendant des années. Bien sûr. Et puis se rendre compte aussi que le cinéma adore faire des histoires sur les fous qui tuent toute leur famille, je sais pas quoi, alors qu'en fait, une personne qui a des troubles psy est 7 fois plus victime d'agression que les autres, Voilà, mais elle n'est pas plus victime, elle n'est pas plus actrice d'actes violents que les autres. Très peu. Enfin, le ratio, il est. Mais ça, c'est important de le dire, parce que tu n'es pas la première personne à me l'avoir expliqué. Bah oui, on a tendance à avoir peur de leur agressivité, alors qu'ils sont plus souvent victimes que. Bien sûr, parce que quelqu'un qui n'est pas en possession de tous ses moyens, à des moments donnés, il se fait abuser. Et puis il se retrouve dans la rue, puis s'il est coupé de sa famille, de ses amis, il se retrouve isolé, donc il tombe dans des addictions. Enfin, après, voilà, donc ça, mais voilà, tout ça, moi je déconstruis ça, et puis je me suis fait des amis concernés. Avant, alors il y avait des personnes dans ma famille, et il y a beaucoup de personnes concernées dans ma famille, mais en tout cas, moi j'ai aussi rencontré des gens qui sont devenus des amis et qui sont concernés. Et j'ai découvert aussi que des amis à moi étaient concernés. Et ça a fait aussi des petits coming out de la part de personnes que je connaissais. Comme quoi, de la bipolarité, des choses Alors, comme ça. de la dépression, beaucoup. En fait, on est quand même dans une société très dépressive. Mais et oui, moi, c'est j'ai pour découvert. Ça que ton livre est intéressant et important. J'espère qu'on va en parler un peu aujourd'hui. J'ai découvert. Je le savais déjà parce que dans ma famille, il y a déjà plusieurs personnes. Mais j'ai découvert qu'il y a vraiment beaucoup de personnes sous antidépresseurs, par exemple, mais beaucoup. Beaucoup. Et ça, il y a des gens qui me l'avaient pas dit, qui me l'ont dit quand ils ont vu que je bossais là-dessus, ça les a détendus, puis qui avaient honte de dire qu'ils étaient sous antidépresseurs. Alors, beaucoup la dépression, la bipolarité, moi j'ai des gens dans ma famille qui sont bipolaires, mais qui, moi je le sais, mais qui le cachent à leur travail. C'est encore une maladie honteuse, parce que, et c'est vrai qu'elle ferme beaucoup de portes. Ouais, honteuse aussi, j'ai remarqué dans les relations. Oui, parce que c'est quelque chose que tu caches parfois quand tu viens de rencontrer quelqu'un, etc. Évidemment. Ouais. Parce que pour les gens, c'est dire il y a un risque pour que cette personne, elle décompense à un moment donné, qu'elle me fasse une bouffée délirante, qu'elle se mette à faire n'importe quoi. Ça fait peur, la folie. Donc dire, bah oui, j'ai cette fragilité-là et je peux à un moment donné de notre relation éventuellement rechuter, c'est parce que c'est pas évident aussi la vie avec une personne concernée. Donc après, la personne, si elle est bien stabilisée, qu'elle est en rétablissement et tout, il n'y a pas de raison finalement que la relation ne soit pas possible. Mais les gens en ont vraiment très peur, ouais, parce qu'on imagine toujours que la personne va faire n'importe quoi d'un coup, qu'elle va mettre le feu à l'appartement. Enfin, je sais pas ce que les gens. Et c'est stigmatisant. Et même dans mon propre lieu de travail. Enfin bref, j'ai vu autour de moi parfois des espèces de réactions parfois un peu frileuses. Et même moi, ce que j'ai constaté aussi qui m'a outrée, c'est des amis qui sont pour ailleurs antiracistes, enfin qui sont contre toute xénophobie, qui sont soutien LGBT, tout ce qu'on veut, et qui disent, quand ils parlent d'une personne qui a des troubles psy, ils disent le gros taré dans la rue. Et je me dis, c'est fou, ils diraient jamais un truc raciste, ils diraient jamais à la Gouine, je sais pas quoi. Mais alors, ils disent le gros taré, je me dis, c'est fou. En fait, il y a vraiment une discrimination aussi à ce titre-là, où on se permet de leur mal. Tu as raison, et tu as raison aussi de dire que c'est engendré par la peur. Bien sûr, et la folie qui est en chacun d'entre nous, et la fragilité qui est en chacun d'entre nous, parce que on peut vite vriller. Et puis je pense qu'en fait, d'abord, ce sujet, il est vraiment à l'ordre du jour, notamment depuis le Covid, parce que ça a exacerbé justement, il y a des pathologies qui se sont dévoilées, qui se sont manifestées. Du fait aussi de l'enfermement, etc. Il y a et puis la dépression est aussi un autre
grand sujet. Quelle était l'intention de ton livre et qu'est-ce que tu as envie à travers ce rétablir? Quel effet que tu veux que ça produise sur les gens? Déjà, c'est une déstigmatisation de la maladie mentale. C'est une meilleure connaissance de ce que c'est. Et puis, c'est montrer aux gens qu'on s'en sort et que c'est pas une condamnation à vie. Et surtout, non, mais le premier truc, c'est vraiment déstigmatiser. C'est-à-dire qu'on arrive à plus percevoir les personnes concernées comme des personnes, quoi. Mais c'est un peu le travail que j'avais fait aussi avec la jungle de Calais. Il y avait aussi une volonté de réhumaniser, d'arrêter de voir une personne en exil comme un migrant qui serait d'une autre espèce que nous, parce que demain, ça peut être nous, quoi. Oui. Et en fait, c'est demain, ça peut être nous qui décompensons. Demain, ça peut... En fait, voilà, c'est toujours remettre un peu... l'humain, la fatalité, l'humain, oui, puis rappeler aux la gens qu'on est tous relativité. pareils, quoi, effectivement, et que on peut tous. Alors, évidemment, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres, il y en a qui seront jamais SDF, mais on peut tous finir dans la rue, on peut tous finir malade, et probablement qu'on va tous finir malade à un moment donné de notre vie, que ça arrivera à tout le monde, et qu'on peut tous avoir une maladie psy. Et on peut s'en sortir, parce que là, on est... Oui, et qu'on reste... Oui, bien sûr, et que surtout, avec le bon accompagnement, on peut avoir une vie correcte. Et c'est vrai que ce livre, il a fait du bien, je sais, à des personnes qui sont en début, par exemple, de rétablissement, qui sont concernées depuis pas longtemps, et j'avais envie aussi de donner un message d'espoir aux gens pour dire oui, bien entouré, il est possible de s'en sortir. Quand tu as écrit, c'est pendant le Covid, ces 365 jours où tu écrivais justement parce que tu voulais te reprendre en main, il y a un lien quand même, il y a un passage de l'un à l'autre. Et il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que tu t'insurgeais contre l'injonction à aller bien, à être positif, à être en forme, et tu t'as montré les autres facettes de ta journée, de tes problèmes, etc. Tu as finalement attaqué toute cette notion de perfectionnisme et d'exemplarité. Oui, j'ai un peu raté mon année, entre guillemets, dans le sens où j'ai pas du tout Alors, réussi à... raconte ton projet, parce que les gens... Mon projet, en fait, il y avait plusieurs projets En vrai, je voulais m'auto-éditer. Ça commençait comme ça. Je voulais m'auto-éditer parce que je voulais sortir un peu du milieu de l'édition classique dans lequel moi j'étais depuis 20 ans, parce que j'ai toujours été chez des gros éditeurs, à part l'association qui est peut-être le plus gros des éditeurs indépendants, mais moi j'étais chez Casterman, chez Glénat, chez Delcourt, j'ai été chez Gallimard, enfin j'étais que chez des gros éditeurs, et j'avais envie de voir ce que ça donnait si je faisais tout de A à Z. Et puis, donc, il y avait finalement... Et j'ai décidé de faire une année exemplaire parce que je me disais, ce serait bien que je me remette en forme. Donc, je m'étais dit, tiens, l'un dans l'autre, le sujet, c'était un peu un sujet prétexte. Et donc, j'ai monté ce projet-là en faisant un Ulule qui a été réussi. Mais franchement, vu ce qu'on fait nous maintenant avec nos maisons d'édition, je vois que le résultat était quand même très modeste de ce que j'avais obtenu. Mais je me suis lancée là-dedans. Et puis, je m'étais vraiment dit, en faisant une page par jour, je vais vraiment réussir à guérir toutes mes addictions. Sauf qu'en fait, comme je le disais avant... Lesquelles étaient-elles? J'en avais plein, mais des petites. Enfin, déjà, j'ai des problèmes de comportement alimentaire, mais qui sont liés aussi à la prise de... Tu mangeais beaucoup de junk food? Non, je mangeais trop, de manière générale. Je mangeais de la junk food, mais ça, j'en ai un peu ri, mais je mangeais trop. Mais surtout, j'ai une pathologie qui fait que je prends des médicaments qui aussi encouragent la prise de poids. Donc, il y avait ça. Je regardais beaucoup de séries, je jouais beaucoup à Clash Royale, qui est donc un jeu sur téléphone qui est terriblement addictif. Ouais. Et puis, je regardais... voilà, donc... Tu fumais, tu buvais? Je buvais quand je fumais quand je buvais. L'alcool, finalement, c'était le truc le plus facile à arrêter. Donc, j'ai arrêté 1 an. Ça a vraiment été... À part que c'était un peu ennuyeux des fois en soirée. Plus avec les médicaments, c'est pas Ouais, je sais, mais bon. Bref, j'ai toujours été une buveuse. Enfin, voilà, je peux ne pas boire pendant des mois, c'est pas grave. Donc, ça n'a pas été la chose la plus difficile à arrêter. La cigarette, je fumais quand je buvais. Donc, en arrêtant de boire, j'ai arrêté de fumer. Ouais. Et fumer, j'ai pas repris, même en buvant maintenant. Mais les autres trucs, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes ces petites stratégies d'addiction qui sont pas très graves, mais qui sont quand même pénibles, ça permettait de tenir, en fait. Et sans ça, moi, j'ai fait des crises d'angoisse, je me suis mis à faire des attaques de panique. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que donc, tu as fait tout ce projet. Les dessins sont super, vraiment. J'invite tout le monde à les regarder sur les réseaux sociaux. Surtout très rigolo, en vrai. Mais très rigolo. On reparlera après de l'importance des réseaux sociaux, parce qu'on en dit beaucoup de mal, mais dans ton cas, ça a été positif. Et donc, en fait, tu décides d'être clean, et là, tu commences à avoir des crises d'angoisse. Ouais. Donc, c'est là que finalement, le mal le plus profond, c'est-à-dire le vide qu'on comble aussi avec qu'on comble aussi avec les addictions, s'est réveillé. Ce mal s'est réveillé, est venu. Oui, il m'a rattrapé. Je me suis rendu compte de pourquoi j'avais ces stratégies-là. Alors pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux et que, en fait, pour 1000 raisons qui n'appartiennent qu'à moi... Est-ce que tu es en analyse ? Oui. J'ai toujours été en thérapie depuis mes 25 ans.
En fait, non, mais pour des raisons qui m'appartiennent et mais qui sont communes à plein de gens. Il y a rien de très original. Moi, je suis quelqu'un de très Papa, anxieux. maman et les grands-parents. Oui, et puis quand on a des parents anxieux, on fait voilà, les chiens font pas des chats. Mes parents sont aussi anxieux pour des raisons qui leur appartiennent. Mais Aussi. voilà, après c'est des généalogies de Bien gens qui sûr. vont pas forcément bien, Des constellations des familiales. constellations familiales, pour X raisons et aussi ma maladie. C'est-à-dire que les traitements pour l'épilepsie créent un trouble anxieux général. 60% des personnes qui sont épileptiques souffrent de troubles anxieux généralisés, donc c'est aussi quelque chose qui est aggravé juste par ma pathologie. Et en fait, toutes ces stratégies-là, elles me permettaient de me calmer, tout simplement. Alors, tu vois, en parlant d'épilepsie, donc tu sais que mon meilleur ami est épileptique et donc je me suis intéressée à l'épilepsie. Et je me suis intéressée aux causes émotionnelles de l'épilepsie. Et je ne sais pas si tu as déjà lu ce truc. Je te le lis, peut-être ça t'intéressera. Oui, je veux bien. L'épilepsie est une affection nerveuse chronique caractérisée par la répétition plus ou moins fréquente de crises convulsives, générales ou localisées, au déroulement stéréotypé. Son apparition est prévisible et généralement de courte durée, généralement de courte durée. Elle est appelée le grand mal ou petit mal selon la gravité de la maladie et la cause. Alors, les causes émotionnelles. On en souffre généralement quand on est une personne qui est du genre à ne pas pardonner un faux pas, un lapsus. Les gens qui tentent par tous les moyens de cacher leurs erreurs. Qui s'accusent beaucoup trop souvent, manquant ainsi d'amour pour eux-mêmes. Pour compenser, ils tentent de faire combler ce manque par les autres. Ce sont souvent des gens qui ont des désirs de violence intérieure qui se retournent contre eux-mêmes. Avec une crise d'épilepsie, on se fait violence. Et cette dernière, la crise, se manifeste quand on ne peut plus contrôler, en fait, quand on a trop pris sur soi. En effet, comme on n'accepte pas cette partie violente en soi, on essaye souvent par tous les moyens de la cacher. Donc c'est comme si on cachait aussi voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pensais que ce serait peut-être intéressant. Il est fort possible aussi que les premières crises durant l'enfance aient permis de recevoir de l'attention, de l'affection, et donc de détourner l'attention de l'un des faux pas qu'on aurait pensé avoir fait. Il se peut aussi que cette maladie ait servi à rapprocher les parents qui arrêtaient de se disputer pour s'occuper de l'enfant malade. Et du coup, parfois la crise peut avoir lieu quand on a trop peur justement d'un conflit entre parents qu'on essaye absolument de... Voilà. En fait, je trouve c'est bullshit à fond, quoi. Excuse-moi, mais oui, effectivement, les crises d'épilepsie, mais toutes les crises de n'importe quoi, dès qu'on a une fragilité, ça s'exprime à des moments de stress. Les moments de stress, ça peut être ça. Pour moi, c'était autre chose. Moi, j'ai fait un burn-out qui est devenu de l'épilepsie, mais j'avais un terrain épileptique parce que j'avais fait une crise petite. Ça s'est réveillé à 30 ans. Je sais pourquoi. Je sais aujourd'hui pourquoi mes crises, elles peuvent arriver quand je suis dans... Mais c'est pareil que pour quelqu'un qui a une pathologie psychiatrique. En fait, c'est pareil pour tout le monde. Le stress, le manque de sommeil, une mauvaise hygiène de vie, un choc émotionnel peuvent provoquer des crises, comme peuvent faire tomber quelqu'un en dépression, comme peuvent déclencher un cancer Bien même. sûr. Donc en fait, oui, ça peut être ça. Moi, Tout c'est pas a ça. une cause émotionnelle. Moi, mes parents, ils étaient séparés depuis que j'ai 2 ans, donc tu penses bien que c'est pas d'avoir fait une crise d'épilepsie qui les a rapprochés. J'ai fait une crise d'épilepsie parce que j'ai fait une grosse gastro et que ma mère m'a trempée dans un bain d'eau trop froide et donc j'ai convulsé, ça m'a fragilisé le cerveau, ce qui fait qu'à 30 ans, je me suis mise à faire des crises, mais qui étaient liées à effectivement un contexte de stress intense. Après, le rétablissement, c'est aussi se préserver d'états émotionnels trop extrêmes qui peuvent provoquer des crises, mais quelles qu'elles soient. Moi, je crois pas. C'est-à-dire je crois pas que ce soit un truc genre c'est pour astrologie. Enfin, désolée pour tous les amis LGBT qui sont à fond astrologie, mais moi, ce truc-là, oui, c'est valable pour l'épilepsie, ça pourrait être valable pour n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'une mauvaise hygiène de vie, un stress chronique et des chocs émotionnels, c'est extrêmement mauvais pour la santé et pour les gens qui ont des fragilités, ça va les faire tomber évidemment dans leur faiblesse. Après, moi, je prends des médocs matin et soir, je sais que c'est pas ça. Moi, par exemple, lire un bon roman me provoque une crise d'épilepsie. Je peux être hyper détendue, je peux n'avoir aucun problème. Moi, c'est la lecture qui me fait avoir des crises. Après, la lecture plus un contexte de fatigue. Mais si tu veux... Si ça a bien une chose qu'une maladie chronique, elle t'apprend, surtout que moi, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'en suis atteinte, c'est vraiment d'être dans la nuance. C'est-à-dire, s'il y avait eu une raison, si ça avait été ça, ce serait tellement cool. Tu sais, j'ai tout essayé parce que alors moi... J'adore que tu dises ça et j'adore que tu viennes de démonter le truc que je t'ai dit, tu as raison. J'ai tout essayé. J'ai essayé sans médoc, j'ai essayé avec médoc, j'ai changé plusieurs fois de médicaments, j'ai essayé de faire des thérapies alternatives vraiment cheloues, genre des trucs mais des trucs improbables, de la micro-machin, du truc. J'ai tout essayé. La seule chose qui, pour moi,
à marcher, Mhm. c'est le cocktail de l'ensemble, en fait. Mhm. C'est pas une chose, il y a pas une chose qui fait aller bien. C'est un espèce de truc à 380 degrés. 360 degrés, Ouais. 80 c'était un peu long. C'est un truc c'est tout qu'il faut changer. Pour aller bien, c'est tous les pans de sa vie qu'il faut revoir pour essayer d'ajuster. C'est de la dentelle, quoi. C'est de la micro-organisation. Et donc, on peut pas, il y a pas. Par contre, ça, probablement que ça va parler à quelqu'un. Et probablement que si je le relis, je vais me dire, ah oui, peut-être que là-dedans, il y a quelque chose que je peux utiliser pour moi par rapport à ce dont je suis affligée. Mais c'est vrai que l'épilepsie, en tout cas, c'est une manifestation d'un désordre intérieur qu'on ne peut pas exprimer autrement. Moi, je fais une analyse depuis 100 milliards d'années et on va là-dedans. Et forcément qu'il y a des causes psychologiques, mais il y a des causes neurologiques aussi. Bien sûr. Et je trouve que c'est très... En fait, ces discours-là, qui sont au départ bienveillants, machin, c'est très culpabilisant pour une personne atteinte d'une maladie de lui dire « Ah, mais en fait, c'est psychologie. » Enfin, quelque part, la psychologie, si jamais tu faisais ci, tu faisais ça, alors qu'en fait, il faut aussi accepter la part qu'on ne peut pas contrôler de la maladie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là, et on n'a aucun contrôle dessus. Ce qu'on peut contrôler, en revanche, c'est comment on va gérer le truc pour être le mieux possible. Mais moi, contrôler le fait que j'ai un endroit où j'ai de l'électricité qui se met toute seule dans mon cerveau, je ne peux pas le faire. Et parce qu'à un moment donné, on est quand même de la mécanique, les humains. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Et de la chimie. Si toi, demain, je te casse le bras d'une telle manière qu'il ne pourra plus jamais être normal, tu pourras faire autant de textes que tu voudras, tu auras ton bras tordu. Et c'est de la chimie. Faire autant de méditation que je voudrais, mon bras mais tu pourras, par contre, le gérer beaucoup mieux parce que tu auras moins mal, parce que tu sauras gérer la douleur, parce que tu vas peut-être trouver des kinés qui vont... Mais la pathologie de base, tu peux rien, tu vois, à un moment donné. Et ça, je trouve que c'est vraiment mettre beaucoup de culpabilité sur les personnes concernées parce qu'il y a beaucoup de gens, ils croient, parce que eux, ils ont des problèmes, mais des problèmes beaucoup plus légers. Ils pensent que comme eux, ils ont trouvé des solutions psychologiques, et ben la personne en face d'eux, elle va trouver des solutions psychologiques. Mais c'est une erreur parce qu'on n'est pas, comme je disais, on n'est pas tous égaux devant. Et que de la même manière que moi, mon épilepsie est beaucoup plus légère. Là, j'ai pas fait de crise depuis 7 ans, par exemple. Elle est beaucoup plus légère que d'autres personnes. Voilà, tout est relatif. Je le vis de l'intérieur pour le coup. Ouais, alors revenons justement. Alors revenons un tout petit peu. Bon, là, on s'éloigne. Revenons à 2 choses. D'abord, quelle est finalement ta routine? Comment tu travailles? Comment tu t'organises par rapport à tout ça? Parce que finalement, tu écris. Tu édites, tu fais tes recherches, tu te renseignes sur des nouveaux sujets, donc tu interviews, etc. Comment tu gères ton temps et aussi par rapport à ta condition, parce que tu peux pas te permettre d'être trop fatiguée. Non. Parce que la fatigue et l'épilepsie, on est d'accord. Ça va très mal ensemble. La fatigue va très mal. mal. Obligé de faire attention. La fatigue se marie très mal avec tout en général. Exactement. Donc, avec tout, oui. Mais je m'organise très mal, c'est-à-dire que d'une part, je mets pas de réveil. Donc après, voilà, à un moment donné, quand on a quand on sait comment on fonctionne, moi, je mets jamais de réveil le matin parce que je sais que, avant toute chose, il faut que j'aille le mieux possible. Et pour aller le mieux possible, il faut pas que je manque de sommeil. La dette de sommeil, c'est vraiment le pire. Donc déjà, je me lève quand je me lève. En général, je me lève à des heures normales. Je me lève à 8 heures. Mais déjà ça. Et puis, je fais mes journées en général. Enfin, j'essaye de faire du 10h, 19h. Je bosse pas le soir parce que à cause de mon problème de lecture, en fait, le soir, moi, je peux plus trop travailler. Je bosse pas le week-end. Et après, au milieu de ma journée, un peu tout s'organise de manière anarchique et en général, c'est la panique. Donc moi, en fait, je passe toute ma journée à paniquer, mais de 10h à 19h. À partir de 19h, j'arrête de paniquer. Avant 10h, je ne panique pas. Et le week-end, voilà. Donc tu t'es créé des plages où tu arrêtes de paniquer. C'est-à-dire que tu t'autorises la panique, on te dit... c'est aussi une discipline. Oui. Je peux pas, de toute façon. Oui, c'est une discipline, mais je suis pas la personne la mieux organisée de la Terre. Je fais tout. En fait, moi, je mène tout de front. Donc parfois, je prends du retard. C'est-à-dire que je fais tout en arborescence. J'ai 5-10 projets à la fois que je mène, alors c'est n'importe quoi, et je sais qu'il faudrait pas que je fasse comme ça, mais bon, ça fait 25 ans que je fonctionne, enfin j'ai toujours fonctionné comme ça, mais c'est très fatigant. Je sais que ce serait mieux d'arriver le matin, de dire voilà, aujourd'hui je fais ce truc, mais j'ai 1000 coups de fil, là je suis là par exemple à faire cette interview. Et moi je t'ai demandé ça il y a 2 jours, tu dois avoir 50 000 autres choses à faire. Oui, donc je viens, je me déplace, là j'ai mon vélo qui est en panne, après c'est la vie quoi. Mais mon orga, en gros, c'est que j'ai des plages de temps, et dans ces plages de temps je bosse, je prends jamais de vacances. Voilà, je prends jamais de vacances, non, très rarement. Mais par contre, je me repose tout le temps. C'est-à-dire, si je suis fatiguée, par exemple, hier j'ai eu une migraine ophtalmique, je me suis endormie et je me suis réveillée à 20h. J'ai pas bossé de 3h à 20h, j'ai pas bossé. C'est violent les migraines. Ouais, ça fait partie de voilà. Après c'est le pack. Mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que je me permets de pas travailler s'il y a des jours où je le sens pas. Mais par contre, c'est vrai que je prends très peu de vacances, ce qui est pas bien. Mais
mais voilà, moi, je Et puis bosse. tu es aussi profession libérale, ça veut dire que si tu bosses pas, tu gagnes pas Ah d'argent. oui, voilà. Quoi. Donc, ça, j'ai c'est pas les une autre congés chose qu'il faut payés. dire Ah bah oui, aux oui, oui. gens. J'ai pas de congés payés. Ça revient beaucoup chez les dessinateurs, Mm. les gens, les écrivains. Enfin, On prend pas beaucoup de vacances dans la BD. Et après, je fais des demi-vacances. Parfois, je pars dans un endroit, je bosse un petit peu. Je fais des moments où je bosse moins, mais je bosse toujours un peu. C'est rare que je fasse des vraies coupures. C'est arrivé là cet été, j'ai pris t'as une pas semaine. parlé de... Il y a de la place pour ta vie affective dans tout ça? Ben, de 19h à 10h et le week-end. Si, comme une personne normale, moi, de 10h à 19h, je suis en panique. Tout le reste du temps, j'ai ma vie comme quelqu'un qui va au travail et rentre chez lui. Non, j'ai le temps pour mes dramas, pour ma vie, pour mes ruptures, pour mes histoires d'amour. J'ai pas d'enfant, donc ça aussi, ça enlève quand même beaucoup de stress et d'occupation, parce que quand on a des enfants, c'est vrai que je bosserai moins. Enfin, après, les choses se seraient équilibrées autrement. C'est un cadre aussi, hein, ça implique un cadre. Oui, mais je suis un peu... De toute façon, mon travail, c'est ma vie. Ça, je veux dire, quand on fait un boulot de créatif, de toute façon, c'est pour eux, quoi. On s'arrête jamais vraiment. Moi, j'arrive le soir, que si je dors pas, je peux imaginer des nouveaux... Souvent, je pense à mes nouvelles idées le soir dans mon lit. Mais alors, ça, c'est un autre truc, on m'en arrive à l'écriture. D'abord, comment est-ce que tu t'y prends? Parce que c'est scénarisé. Donc, c'est toi qui... Tu penses d'abord à l'histoire ou tu l'écris en même temps que tu dessines? Comment se passe le procédé de l'écriture? Moi, souvent, alors, je suis sur de l'écriture des petits épisodes. Moi, je fonctionne beaucoup par tronçons. Alors, j'ai écrit déjà des longues histoires qui se tenaient sur 200 pages, mais je bosse beaucoup par petits épisodes, moi. Et chaque petit épisode, l'un à la suite de l'autre, crée la grande histoire. Donc, souvent... pas même se rétablir, par exemple, c'est des épisodes de... ils font quand même parfois 30 pages et tout. Mais finalement, je suis le genre je suis le cours du torrent. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un me raconte son histoire, je vais trouver une chronologie. Alors, parfois, les personnes elles-mêmes, elles s'embrouillent un peu. Donc, il faut remettre dans l'ordre ce qu'elles ont raconté. Mais moi, je me base... dans le documentaire, je me base beaucoup sur la chronologie. Je décide que la chronologie, c'est mon fil rouge. Et ensuite... du coup, les choses se font comme ça. Ensuite, oui, j'écris en même temps que je dessine. Ouais. C'est-à-dire, je fais pas de storyboard, de Donc, tu as une capacité innée à raconter des histoires. Quoi. Innée, je sais pas si je l'avais. Quand même. Je raconte... moi, je viens du Sud où quand même les gens sont un peu des conteurs. Quoi. Oui. Et ma mère raconte très bien les histoires. Moi, j'ai grandi dans des endroits où les gens racontaient bien les histoires. Donc, je pense que j'ai grandi avec ça. Après, oui, je scénarise. En fait, j'ai une facilité à scénariser n'importe quoi. C'est-à-dire, il m'est arrivé n'importe quoi dans la rue. Alors, qui n'est pas intéressant, même moi je trouve que c'est pas intéressant, j'ai une facilité à en faire un truc un peu rigolo à lire. Là, il m'est encore arrivé des trucs où je ne peux pas en parler, parce qu'à un moment donné, aussi ma vie privée, je la protège bien. Oui. Je me suis dit, putain, là, ça ferait une super BD, mais donc j'ai une capacité, oui, à transformer la réalité pour en faire quelque chose de rigolo, et ça oblige à faire un pas de côté, un peu d'autodérision saupoudrée, voilà. Donc... j'ai cette capacité-là, oui, mais c'est que quand je dessine. Si je veux dire, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de recul sur soi dans la vraie vie. C'est-à-dire que je peux me vexer, parfois je suis déprimée. Mais par contre, du moment où je transforme ça par le dessin, ça devient drôle et ça fait prendre du recul. Et oui, donc ce truc-là, je l'ai développé avec les années. Peut-être une capacité à savoir raconter des histoires pour qu'elles soient marrantes, même si le sujet n'est pas... Et à savoir aussi trouver dans la situation ce qui est drôle. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les jeunes auteurs qui travaillent, qui se mettent à travailler dans notre maison d'édition. Là, il y a des jeunes auteurs qui ont un potentiel comique énorme, mais je sais que c'est des discussions que j'ai eues avec eux, du coup, qui m'ont fait aussi conscientiser des choses que je faisais comme ça, d'instinct. C'est de dire, mais attends, dans ce que tu me racontes, là, tu me racontes le truc, et quand on le voit en BD, c'est pas hyper drôle. Alors que quand tu le racontes, on sent que ça t'a fait rire. Réfléchis à ce qui, toi, dans ton histoire, t'a fait rire. Et là, remets-la sur le papier. Et en fait, c'est marrant, c'est ce truc-là, en fait, d'arriver à retirer la chose qui nous a amusés et de la magnifier, de la mettre en avant dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose d'inné. J'aime pas trop l'idée de l'inné, mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment l'habitude. Et qui n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, en fait. Mais ça fait partie, voilà, on a chacun ses défauts, ses faiblesses, même dans son métier. Moi, il y a des trucs où je suis vraiment pas bonne, et d'ailleurs, j'y vais très peu. Genre, le dessin de presse, je suis pas vraiment très bonne. En dessin pur, je suis pas une grande dessinatrice, mais j'ai trouvé des moyens. Mais en narration, c'est vrai que j'ai des forces, et moi, je suis plus pour d'élargir sa zone de confort plutôt que d'en sortir. Parce qu'il y a tout ce truc de dire, oui, il faut sortir de sa zone de confort dans la vie. Et j'avais rencontré un ancien champion de France de nage,
qui avait fait un TED Talk qui était devenu après. T'en as fait une super d'ailleurs de TED Talk que j'ai écouté. Ouais. Bon, continue. Donc c'est lui qui m'a dit, mais en fait moi le jour où j'ai gagné en fait, c'est pas que j'étais sortie de ma zone de confort, c'est que je l'avais élargi. Et moi je me suis dit mais c'est exactement ça. Comment devenir le meilleur possible là où on est déjà bon. En fait je crois pas trop qu'il faille aller à un endroit où on est nul et qui nous fait peur. Mais je crois à aller encore plus loin, là où on a déjà des capacités pour vraiment faire quelque chose de bien. Voilà, Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on ne te pose jamais? La question... Oh là là, alors ça, il aurait fallu me laisser 3 jours pour y réfléchir. Une question qu'on me pose jamais... Quelque chose que dont tu n'as jamais l'occasion de parler. Pourquoi je fais ça? Alors? Eh ben, enfin, c'est pas qu'on me la pose jamais, mais j'ai l'impression qu'on me la pose pas souvent, de pourquoi on fait ce qu'on fait. Ouais. On me dit comment. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as choisi... Enfin, pourquoi tu fais ce que tu fais? Enfin, donc c'est une question que je trouve intéressante. Et donc je me suis rendue, et puis il a fallu des années pour m'en rendre compte de pourquoi je le faisais et pourquoi je fais les choses que je fais aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, quoi. Et en vieillissant, en fait, j'ai fait des BD plus, entre guillemets, anecdotiques en début de carrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de faire du militantisme dans ce que je fais. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bien si on fait pas comme ça. Mais moi, en tout cas, j'ai eu un moment... Quand j'étais petite, je faisais du dessin, ça pour un peu me distinguer, pour qu'on m'aime, pour trouver ma place. Et comme j'étais une personne un peu atypique, un peu singulière, j'avais un peu du mal socialement. C'était un moyen pour moi, ça a été un moyen pour moi d'exister. Et j'ai longtemps fait du dessin, été bonne à l'école et tout pour plaire à mes parents. Et un jour, j'ai eu une grosse crise existentielle parce que j'avais plus besoin de plaire à mes parents. Et j'ai vraiment eu un moment où je savais plus pourquoi je faisais les choses. Et j'ai vraiment eu une crise de vocation à me dire, mais depuis que j'ai 4 ans, je veux faire de la BD, maintenant j'en fais. Est-ce que j'en fais pour les bonnes raisons et tout ça? Et il y a quelques années, je me suis mise à faire beaucoup plus de BD documentaires et tout ça, et beaucoup plus de BD engagées. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je fais de la BD. Et je sais pourquoi, parce que j'aime en fait raconter la vie et permettre à des gens de découvrir d'autres univers que le mien, enfin d'autres univers que ceux qui connaissent, et même moi aussi d'en découvrir aussi par là. Oui, et puis moi aussi le fait d'être épileptique et de plus pouvoir lire autant que je le voulais, ça m'a obligée à prendre à pêcher le savoir chez les autres et pas dans des livres. Donc et j'ai aussi, je pense, une vocation de journaliste un peu contrariée qui fait qu'aujourd'hui je fais de la BD documentaire parce que j'adore le journalisme et qu'aussi moi ma culture je la fais avec les autres, je la fais avec les autres gens. Donc et pourquoi voilà, et donc je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le monde va déjà suffisamment mal et que ce que je fais, moi, ça me fait du bien, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, c'est une bonne question, mais elle n'est pas évidente à répondre. Et ça nous fait du bien de te lire. Merci beaucoup, Lisa Mandel, d'être venue, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite une très belle route avec ce livre. Merci. Que je recommande vraiment à tout le monde. Et de regarder aussi toutes les autres émissions, les interventions que tu as faites, ton TED, puis tout ce que tu fais sur Internet. On n'a pas eu le temps de parler des réseaux sociaux, mais dans ton cas, je trouve que c'est très positif qu'ils existent et ça te permet de publier des choses. Et ton lien s'appelle comment sur Instagram? Alors, c'est Mandel-Lisa. Voilà, Mandel. Mais les réseaux sociaux, c'est comme le cinéma et la télévision, c'est qu'une coquille vide et on en fait ce qu'on veut. Donc, si elle est mal utilisée, ça devient horrible. Et bien utilisée, ça devient génial. Ça a sorti les auteurs de BD de leur isolement, par exemple. Ouais. Alors, en tout cas, allez-y. Ton Insta est vraiment super. Merci beaucoup.